Yorana, après ce film qui en dit long et qui retrace le magnifique parcours, on pourrait le dire, parcours très fort de cette communauté chinoise, 150 ans d'histoire, là, chers téléspectateurs, vous voyez que je suis entouré de 4 de nos invités. Nous allons essayer de débattre de quelques sujets et répondre à quelques questions, comme si, par exemple, l'intégration des Chinois est-elle un fait réel? Les Chinois d'aujourd'hui, se sont-ils véritablement concernés encore par leurs ancêtres, par le culte des ancêtres, par ces valeurs qui ont fait la force de la communauté chinoise, qui s'appelle la famille, le travail? Ou bien alors c'est une génération qui est définitivement tournée vers l'Occident tout en se disant polynésien. Alors, pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir 4 de nos invités. Je commencerai par Maeva Siou, Madame Levaudy. Siou Levaudy, vous êtes directrice et administratrice, on dit, ou administrateur? Les deux. Les deux, administrateur de société. Épouse Franck Levaudy, que nous connaissons fort bien, que nous savons. Une fille, il faut le dire tout de suite, donc une fille qui a été Miss Dragon en 2010. C'est cela. Je voulais juste savoir, Maëva, parlez-vous tahitien? Malheureusement, non. Mais je comprends un petit peu. Alors, il était intéressant de noter que sur ce même plateau, contrairement à ce que j'avais prévu, je vais présenter Roland Sam maintenant parce que c'est justement lui qui était président du jury, n'est-ce pas, Roland? Oui, en 2010. En 2010. Et là, on a bien élu la plus jolie fille de la communauté chinoise. De la communauté chinoise. Je confirme qu'elle était très jolie. On parlera un petit peu de ça tout à l'heure, c'est-à-dire cette ethnie qui s'enrichit des autres ethnies, n'est-ce pas? Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Je voudrais vous présenter maintenant Hinano Guérin. Hinano Guérin, docteur en sociologie, elle est sinologue, spécialiste de la Chine, interprète assermentée auprès des tribunaux et spécialiste du mandarin. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait, Bien. tout à fait. Alors, il faut savoir que, d'après ce que j'ai cru comprendre dans nos discussions en préalable à cette émission, que vous étiez l'une des premières à avoir suivi les cours de mandarin alors qu'il y en avait très peu qui en voulaient, c'est ça? Non, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà étudié le mandarin bien avant moi. Le mandarin a été enseigné, par exemple, au lycée Paul Gauguin depuis plusieurs décennies. Mais je me rappelle que lors de ma promotion, vous avez tout à fait raison, nous n'étions que 3 à être inscrits. Et nos parents respectifs ont dû se battre. Se justifier presque? Oui, se justifier pour la légitimation d'une classe de mandarin ouverte. Parce qu'à cette époque-là, s'il fallait parler une langue asiatique, c'était plutôt le japonais. C'était encore la mode du japonais, c'était le début de l'engouement du mandarin. Peu de personnes, mais mon père avait déjà compris, je pense, qu'il y aurait... Il a été visionnaire. Voilà, il a été visionnaire, voilà. Yorana. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous présente également alors Roland Sam. Roland Sam est enseignant primaire, c'est au Lagon Bleu. C'est ça, à Taïmona. Mais il est parmi nous parce qu'il est notre référent et aussi le référent mandaté par l'association Sinitang pour ses compétences culturelles de la culture Hakka chinoise en général. Merci d'être avec nous, Sam. Yolanda John. Et enfin, parmi nous, Steve Chayou. Steve Chayou, c'est l'atypique de ce groupe de 4, puisque effectivement, son papa est d'origine chinoise, n'est-ce pas? Francisé, comme beaucoup de Chinois vers les années 70-73. Tout à fait. Mais contrairement à nos amis ici présents, quoique peut-être Sam, vous parlez tahitien. Et pas loin. Bien. Alors, contrairement donc à nos amis qui sont là, qui sont clairement situés dans leur culture chinoise ou occidentale, Steve, lui, il est anthropologue. Steve, il est anthropologue, doctorant en anthropologie, mais surtout, vous enseignez le tahitien à l'université de Hawaï. C'est bien ça. Et surtout, vous parlez à peine chinois.
Je ne parle pas du tout chinois, Du tout? à vrai dire. Alors, peut-on comprendre ça? Alors, j'ai cru comprendre, d'après Roland Sam, que la culture est transmise par la mère chez vous, chez les Chinois. C'est exact? Non, Généralement. non, on va pas dire que la mère a le monopole, mais effectivement, si jamais le papa est très occupé dans les affaires, c'est clair que la maman va avoir plus de présence auprès de l'enfant. Ceci dit, le père est quand même là. Par exemple, l'exemple de ma famille où mon père travaillait beaucoup, ma mère aussi. Il y avait quand même une transmission de beaucoup de valeurs de la part du père, qui était quand même le référent de la famille. Alors, Steve, chez vous, comment expliquez-vous ce fait que votre père se soit désisté d'être pour vous donner, entre parenthèses, une instruction, une éducation à la chinoise? À la chinoise, je pense que dans mon histoire personnelle, le fait que mon papa ait beaucoup travaillé, j'ai très peu vu mon papa pendant sa carrière professionnelle à favoriser le fait que finalement je n'ai pas été baigné dans une culture chinoise, dans la langue chinoise, mais beaucoup plus dans ma famille tahitienne. La famille tahitienne, nous avons rencontré votre mère avant cette émission. Elle est de la famille Fatao. Mais sont les Fatao de Tahiti? Fatao bonne question, de Maupiti, je pense. Maupiti. Oui, Maupiti. Bien. Voilà donc nos invités et nous allons essayer d'abord, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit avant cette émission, on va essayer de réagir un petit peu au film, à ce beau documentaire réalisé par notre directrice d'antenne et monté par notre réalisateur de ce soir, Kevin Kwan. Et donc, ce film, alors, je voudrais avoir votre réaction. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris des choses? Tu me demandes à moi? Oui, par exemple, Marwa. Eh bien, oui, en fin de compte, c'est vrai que c'est un petit peu un rappel une révision de ce que je savais déjà, mais il y a quand même des détails que j'ignorais, et en particulier sur l'aspect historique et les détails aussi qui m'ont été douloureux d'apprendre. Donc, c'était cette persécution quasiment cette discrimination. discrimination et ce qu'ils ont subi, et que je n'avais pas connaissance que c'était aussi prégnant à l'époque dans la société, et que les Chinois en avaient autant souffert. Mon père a été très discret dessus. Je savais que ça avait existé un certain racisme, mais j'apprends beaucoup de choses, effectivement. On vous a protégé? Oui, en quelque sorte, oui. Inano? J'ai trouvé que c'était un très beau documentaire avec différentes sources qui ont été mobilisées. Et puis je rejoindrai aussi Maëva. Nos parents, nos grands-parents chinois ont beaucoup de pudeur. De réserve. De réserve. Par rapport légendaire d'ailleurs. Oui. Je pense que la réserve est un trait fondamental de la culture chinoise, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de retenue, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas, ils n'observent pas, ou bien au contraire. Et c'est très intéressant de voir ou d'imaginer le ressenti qu'ils ont pu avoir lors de leur tentative d'intégration en Polynésie. Oui. D'accord. Roland, comment avez-vous réagi à ce film? Enfin, c'est un documentaire qui était quand même intéressant. Bon, je dirais simplement concernant la présence chinoise. Les Chinois, il y avait déjà quelques Chinois qui étaient arrivés bien avant 1865, 30 ans déjà auparavant. Mais ils étaient que moins d'une centaine. Ils étaient moins d'une centaine, peut-être. Je vais vous confier quelque chose. Une de mes tantes m'a dit que mes yeux houtis un petit peu viendraient de ce côté-là, du côté de Hana, un cuisinier chinois qui se serait installé, qui a déserté peut-être un navire baleinier et qui s'est installé à Hana, et notre ancêtre Heiau aurait peut-être eu quelques affaires avec lui, d'où ses yeux. Vous verrez mon grand-père, vous direz que c'est un demi-chinois. Je ne renie pas. Si c'était vrai, alléluia. Bon. Mais si on vient sur ce type d'anecdote, en anecdote, il y a également un Chinois qui a sauté du bateau à Rorotu il y a quelques dizaines d'années, d'où l'origine du mot Teinaore,
Teinaoré. Donc tous les Teinaoré descendent d'un Chinois qui, quand il a sauté du bateau, ben, il est arrivé sur le bord, le roi lui a posé la question, comment t'appelles-tu? Donc l'autre, il ne savait pas trop parler le tahitien. Donc il a dit, il n'a pas répondu. Donc le roi lui a dit, bon, dans les Nao, je t'appelle Teinaoré, celui qui n'a pas de famille. Et donc, tous les Tuhapais qui ont le nom Teinaoré descendent. Il y a l'occupation chinoise claire, nette, de visu, et puis l'autre plus discrète. Voilà. Oui, d'accord. Et concernant la taxe de séjour, c'est vrai que c'était quelque chose de très douloureux puisque mes parents l'ont vécu. Ma mère avait accompagné sa propre mère pour aller en prison puisqu'auparavant, les Chinois qui ne payaient pas la taxe de séjour, à un moment donné, ça allait de 25 francs à 500 francs. Ce qui était une grande somme à l'époque. C'était énorme. Donc, pour ma grand-mère, on lui réclamait 500 francs. Donc, comme elle ne pouvait pas payer, donc elle devait être emprisonnée 1 mois. Et en anecdote, beaucoup de Chinois de la deuxième génération allaient, entre guillemets, en vacances 1 mois. C'est-à-dire, ils ne disaient pas à leurs enfants qu'ils allaient en prison. Ils disaient que papa va aller en voyage et va vous rapporter des cadeaux. Et après, ensuite, les enfants voyaient leur mère repasser du linge, ramener du linge sale, amener du linge propre. Et ils se disaient, c'est bizarre ça, pourquoi elle repasse, elle lave le linge de papa alors qu'il n'est pas là et qu'il est en voyage. D'accord. Bien. Donc c'était quelque chose de douloureux. Steve Chaillot, alors comment avez-vous réagi à ce film? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier? Est-ce que Alors, comme beaucoup, je pense qu'on connaît à peu près l'histoire, en tout cas dans le schéma général, on connaît l'histoire des Chinois à Tahiti, à Timaono, on connaît aussi cette anecdote, non, même pas, cette histoire douloureuse de ce guillotiné, de ce Chinois qui a été guillotiné. Un petit peu tout à l'heure. On connaît toutes ces choses. Personnellement, j'ignorais effectivement la dimension de la discrimination, en tout cas dans cette dimension-là, la discrimination des Chinois à Tahiti. J'ignorais évidemment aussi cet aspect des taxes, et notamment la taxe de séjour pour les Chinois et aussi pour mes ancêtres chinois. En ce qui concerne véritablement le documentaire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin, en fait, finalement, quand nous sommes des enfants du pays. Quand le papy déclare finalement que nous sommes tous enfants de ce pays. Effectivement, nous sommes tous enfants de ce pays, chinois, maoris, tous enfants de ce pays. Je trouve ça très beau. On va parler peut-être de ce sentiment un peu mêlé tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez une forme de sinitude, de maoitude ou alors on va vers une nouvelle dimension, vers une autre génération de... nous sommes un peu... Il y en a qui sont inquiets dans la communauté chinoise. Il y en a qui sont terriblement inquiets des pertes d'identité, surtout les anciens. Le même problème se pose pour les Polynésiens. C'est un sujet que nous allons aborder un peu plus tard. Mais pour en finir un petit peu avec ce film, je voudrais revenir sur un personnage qui est considéré par la communauté chinoise comme étant un martyr, un héros. Il s'agit bien sûr de celui qui a été guillotiné en 1869, si je ne me trompe pas, Chim-Soo. Alors, Roland, vous avez, pour vous, en discutant avec Maëva, avec Roland, avec Hinano, enfin plus réservé, mais peut-être parce qu'elle ne connaissait pas totalement le fond de l'affaire Chim-Soo, si, quand même? Si, quand même. Alors, est-ce que véritablement pour vous, c'est un héros? Est-ce que ce ne serait pas un faux martyr et que la communauté chinoise des années 20-30 avait besoin de symboles forts et qu'à un certain moment, il a fallu ériger, je dis bien, parce que certains doutent de la réalité du personnage historique, celui qui se serait dénoncé pour sauver ses compatriotes chinois. Mais je pense, je dis bien, certaines personnes doutent. La vérité historique, elle est peut-être beaucoup plus de votre côté, mais qu'est-ce qui vous fait dire, vous avez des archives, vous pouvez vous reposer sur des choses bien précises, attestant du fait que dans les familles, ça a toujours été dit, dans les familles chinoises, que Chim-Soo se serait sacrifié? Pour ma part, oui, puisque Chim-Soo Kung avait le matricule 471, donc il a été décapité le 19 mai 1869, 7 h du matin. Parce que nous, la famille Sam, nous, on est des Chim. Donc, nous, on est des descendants de Chim-Soo Kung. Donc, c'était l'arrière-grand-oncle qui était arrivé en 1865, donc le 8 décembre 1865. D'accord. À bord du bateau Spray of the Ocean.
Donc c'est une histoire qui vient de la partie familiale, c'est pas simplement des rumeurs. C'est ce que la famille raconte sur Chimsou. Oui, ce que la famille raconte, et également sur les écrits, de quelques rares écrits que l'on a consultés également, puisque là, il s'était dénoncé pour qu'on ne décapite pas ceux qu'on avait attrapés. Ils étaient 4 à avoir été condamnés à mort, 3 ont été graciés. Lui non. Du fait qu'il se soit dénoncé en disant que c'était lui qui avait assassiné, même c'est comme ça que les autres ont été graciés. Oui, Stewart lui avait même dit, ça pouvait pas être toi, tu étais avec moi, donc tu n'étais pas dans cette rixe, dans cette bagarre, puisque c'était 2 Chinois qui s'étaient bagarrés. Bon, comme il y avait une très mauvaise ambiance à l'époque du fait que les conditions étaient assez mauvaises, hein. Alors que là, dans le documentaire, on disait qu'ils avaient de bonnes conditions. Ben non, puisque là, sur les écrits que j'ai, c'est-à-dire rien qu'en 1865, sur le premier bateau, sur l'arrivage du premier bateau, il y a quand même eu 24 morts en cours d'année. Oui, les conditions étaient terribles. Donc ensuite, lorsque le deuxième bateau est arrivé avec 342 personnes, donc sur l'année 1866, d'accord, on a quand même 67. Roland, d'accord, mais revenons un peu à Chimsou. Donc pour vous, c'est une tradition. Non, nous respectons, hein, nous nous posons simplement la question, est-ce que la communauté chinoise n'avait pas besoin de construire un symbole à partir d'incertitudes historiques, hein, comme quoi vraiment il s'est dénoncé. Et je sais par exemple que un mausolée a été créé, a été, comment dirais-je, construit à Tamhana, n'est-ce pas, oui, peu de temps après que le terrain, justement, de Tamhana a été acquis par la communauté chinoise, par Sinitong, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ensuite, c'est l'association Shikuntong qui vénère également ce martyr. Absolument, là-bas au temple Conti. Nous sommes d'accord. Enfin, il a un hôtel qui lui est dédié au temple Conti, et également, il a une très belle stèle à Tamahana. D'accord. Alors, je voulais vous poser une dernière question et puis on va passer à un autre sujet. Alors, Chimsou, il a un mausolée, mais on ne sait pas où est son corps. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez des indices, peut-être éventuellement pour retrouver le corps de Chimsou. Exact, oui. Enfin, les restes dans tous les cas. Oui, bon, ça c'est ce qu'on appelle une nouvelle enfin pas explosion, une bonne nouvelle, bonne et mauvaise nouvelle, puisque là, avec la contribution des Chinois de Teva, donc l'association des Chinois polynésés de Teva, donc on est à la recherche de son corps depuis quelques années. On avait eu un premier indice disant que c'était là, ensuite on a encore recherché, demandé aux anciens, et là, normalement, c'est bon, on a retrouvé l'endroit où il a été enterré. Et là, bon, bien sûr, c'est peut-être funèbre, c'est peut-être pas très... Mais pour reconnaître ce corps, il est vrai que la lame a dû laisser des traces dans les vertèbres cervicales. C'est peut-être le seul signe qui pourra vous dire que c'est le cas. Voilà, c'est ça, puisque les anciens de Mataya Papiari disent est enterré là un Chinois à qui il manquait la tête. Donc on a déposé la tête à côté, quoi. Donc voilà l'indice que l'on a. Et donc je pense que c'est son corps. Il y a eu 2 Chinois décapités, donc le premier, donc Shim Sukung, et un deuxième qui lui repose à l'Uranie. C'est en 1921, c'est différent. Voilà, donc lui il repose à l'Uranie, donc il n'y a pas de souci pour ça. Bien. Ben, on va donc laisser le temps régler, puis nous souhaitons que la vérité, et puis en tous les cas, que Chimsou repose en paix. Hein. C'est bien notre vœu le plus cher, n'est-ce pas? Bien. Alors, mes amis, nous allons passer à un autre sujet. C'est celui, bien sûr, de cette communauté chinoise. Rappelez-vous le message de notre papy de la fin de ce documentaire. Je suis né ici, je suis quelqu'un de ce pays, je suis un enfant du pays. Vous le ressentez tous de cette façon-là? Tous les 4? Personnellement, oui. Je suis un enfant de ce pays. Mais toi, plus Maori que chinois? Oui, définitivement, oui. Maori, personnellement, dans la construction de mon identité personnelle, ma partie chinoise a finalement joué très peu, a eu un poids très minime finalement dans la construction de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est sans regret?
La question ne se pose même pas. Je ne me pose même pas la question. Je suis ce que je suis et je ne me pose pas la question. Je ne me suis jamais véritablement posé la question de l'ancestralité, en tout cas de mon ancestralité, qu'elle soit tahitienne ou qu'elle soit chinoise. Je connais mes parents, je connais mes grands-parents maternels. Et puis, c'est tout. Et à partir de là, de par mon expérience de vie, tous les jours, de la langue que je parle, le tahitien, mon identité s'est ancrée finalement dans le présent, dans mon présent à moi. Et mon présent à moi est maori, effectivement. D'accord. D'ailleurs, vous l'affirmez fortement, puisque dans plusieurs interventions que vous avez réalisées à la télévision, à la radio, vous le dites, vous utilisez le terme « mes frères maori ». Mes frères maori, tout à fait. Tout à fait. Et vos frères chinois? Alors, attention, ça dépend comment est-ce qu'on définit le maori. Personnellement, bon, ça c'est ma définition personnelle. J'ai souvent entendu, enfin, en tout cas, j'entends quelquefois des gens ériger un peu des oppositions dans les identités, c'est-à-dire le maori versus le popa, le maori versus les Chinois, etc. Moi, je suis pas trop dans cette mouvance. Moi, je considère que le métissage fait partie de l'identité maori. Donc, quelqu'un comme moi qui est métis chinois tahitien est maori. Donc, il n'y a pas de dissension dans ces identités-là. Aujourd'hui, le métissage fait partie de l'identité maori. Donc, quand je dis mes frères maori, évidemment que je parle de ceux qui sont métis également, qui sont sino-polynésiens, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire. Non, c'est plus clair. Oui. Pour moi, il n'y a pas cette idée, en tout cas, j'ai évacué de moi cette idée, cette conception de la pureté de l'identité, une pureté maori. Non, absolument pas. Nous sommes tous métis, enfants de ce pays. À partir du moment où, de par notre père ou de par notre mère, il y a un lien de filiation généalogique à cette terre, à cette culture, l'identité maori est là. En tout cas, la quintessence pour moi de l'identité est là. Bien. Vous êtes tous d'accord sur cette définition? C'est bon pour eux? Maëva? Je suis tout à fait... Je te remercie de cette merveilleuse définition que tu as faite. Et c'est vrai qu'elle reflète totalement, en tout cas en ce qui me concerne, et certainement tous ceux de ma famille, une adéquation totale avec les enfants du Fénouan. Nous sommes à la croisée de plusieurs cultures, et c'est certainement un signe d'une belle intégration, parce qu'on ne s'est jamais posé la question de mais qu'est-ce que je suis le plus? C'est vrai que là, je suis la troisième génération à Tahiti. Je suis l'arrière-petite-fille du monsieur qui a été mis en exergue Shinfo. dans le reportage, monsieur Shinfo. Ça vous a fait un petit coup au cœur? Oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que nous n'avons jamais été déchirés par la question à quelle communauté appartenons-nous? Non. C'est une évidence qu'on appartient au pays et que d'ailleurs tous ceux qu'on rencontre pareil, hein, il y a presque plus personne qui ne soit plus métissé. Et dans notre famille, le métissage est extrêmement présent. Hein. Je fais partie des dernières générations qui n'ont pas été encore mélangées. Je suis encore une pure chinoise, mais une vraie polynésienne. Non. Alors. Mais moi, je me sens très polynésienne. Je me suis toujours sentie polynésienne d'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande, quand je voyage, d'où tu viens, je dis toujours, j'ai une maman sino-polynésienne, un papa français, je suis née à Tahiti. Ma mère est née à Tahiti, mes grands-parents sont nés à Tahiti, mes arrière-grands-parents ont vécu aussi à Tahiti. Et c'est vrai que je me sens pas chinoise de Chine. Je ne me sens pas pure tahitienne, parce que je ne suis pas pure tahitienne. Je ne me sens pas non plus pure française ou française comme on peut voir en métropole. Je suis un peu à la jonction de tous ces groupes ethniques, hein, on pourrait dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que même lorsque j'ai eu l'opportunité de voyager ou de vivre très longtemps à l'étranger, lorsqu'on revient à Tahiti, que l'avion se pose, qu'on met les pieds sur le tarmac, mon pays. On retrouve son pays, on est né là, il y a des odeurs, il y a quelque chose de viscéral. Il y a quelque chose qui vous prend en humidité, les odeurs, les gens qui vous reconnaissent au marché. Non, je suis polynésienne, oui.
puis, faut pas, si je peux Pardon, intervenir, faut pas aussi, pour éviter aussi de tomber dans ces clichés où on essaie de mettre en avant le côté puriste des Bien identités. sûr. Faut pas oublier aussi que chez les Mahoy, il y en a eu de très grands penseurs qui ont pensé l'identité Mahoy. Et là, je pense notamment à Turur Apoto, qui a également des origines chinoises, qui est métisse. Donc, parmi les penseurs qui ont pensé l'identité... Pardonnez-moi, mais je n'ai pas souvenance que Turur Apoto ait mis en exergue ses racines chinoises. Non, parce dans ses textes, ni dans ses interventions mais c'est pour dire que philosophiques. Il y a encore des penseurs de l'identité autochtone de ce pays qui sont métis, parce que c'est une réalité, tout simplement. Le cas de Turur, il n'a pas mis en exergue, comme vous le dites, son identité chinoise, parce que je pense que fondamentalement, il était enraciné dans son identité Mahoy. Mais Mahoy polynésienne dans ce cas. Mahoy polynésienne, ça dépend comment, encore une fois, on définit ce genre dans la définition de Turur, c'est clair. Hein? Oui, Mahoy polynésien de cette terre, oui. D'accord. Roland. Mais pour moi, j'ai toujours été fier d'être polynésien. Je suis encore très fier d'être polynésien. J'ai représenté Tahiti sur près de 30 ans au niveau du sport et au niveau de la culture. Donc je me sens, comme dit David Mou, je suis né ici, je suis enterré ici, puisque moi, me concernant, on est pratiquement la 4e génération et mes enfants, c'est la 5e génération. Et mon grand-père a quand même épousé une Tahitienne, la famille Taur Atour de Mataya. Donc également mais mon père, lui, il est né, a grandi à Mataya. Donc j'ai énormément d'oncles, de tantes, cousins, cousines qui sont polynésiens de souche, quoi. Donc. Bon, alors nous allons aborder maintenant le sujet, le deuxième sujet. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce ressenti, c'est-à-dire nous sommes des Chinois polynésiens, cette nouvelle génération, c'est-à-dire la génération qui va, c'est celle de Steve, Hinano et peut-être plus jeune encore. Quel est votre sentiment? Vous avez le sentiment qu'ils sont conscients de leur origine, de leur identité sino-polynésienne, ou sont-ils plus actifs dans une représentation d'une culture plus tournée vers l'Occident? Et le côté sino-polynésien est plutôt juste un titre. Qu'est-ce que vous en pensez? L'anthropologue, qu'est-ce qu'il en pense? Moi, j'ai jamais véritablement entendu parler d'une prétendue identité sino-polynésienne. Les gens s'appellent chinois polynésiens, mais sino-polynésien, personnellement, j'ai pas entendu, je le rencontre pas. Moi, personnellement, j'ai une identité, comme vous l'avez compris, Mahoy, ancrée dans cette terre, et je n'ai jamais véritablement eu besoin de réclamer, comment dire. Non, je ne parle pas de réclamer, je dis vécu. Est-ce que, par exemple, les enfants, vos enfants, Maëva, vos enfants se sentent-ils... Qu'est-ce qu'ils ont de polynésien à part le fait d'être nés c'est ça que je voulais dire. En fin de compte, est-ce que la jeune génération d'aujourd'hui, tous en se disant « je suis un enfant de ce pays », mais en fin de compte, les valeurs qu'ils véhiculent sont des valeurs qui sont beaucoup plus proches des valeurs occidentales que des valeurs, entre parenthèses, Mahoy, comme vous le dites, ou alors sino-polynésiens, comme le disent certains. Maëva. Bon, alors j'ai ce regard sur mes enfants. C'est vrai que le père est français, qu'ils ont été à l'école, au lycée Paul Gauguin et au collège Lamennais. Avec l'éducation qui a été donnée, j'ai l'impression qu'effectivement, comme la plupart des autres enfants, d'abord, ils n'ont pas conscience vraiment, je n'ai pas l'impression qu'ils revendiquent d'être de telle ou telle origine. Hein. Je crois qu'ils se sentent bien, quoi. Ce sont des jeunes. Pour le moment, ils se posent pas ce genre de questions, hein, John. Hein. Et c'est vrai que si je les regarde, je dirais qu'effectivement, ils sont beaucoup plus occidentalisés. Et de toute façon, que faire autrement avec tous les moyens de communication qu'ils ont, Internet, etc. Ils s'ouvrent sur le monde. Hein, et quand on s'ouvre sur le monde, eh bien, on devient, c'est même pas occidental, on se mondialise, en fin de compte. Et nos enfants, ils sont
ils sont polynésiens, certes, et heureusement d'ailleurs qu'ils ont encore cette base, mais l'ouverture de leur esprit fait que, eh bien, un jour, ils auront peut-être un peu de mal à dire qu'ils sont polynésiens, si ne serait-ce dire qu'ils sont nés dans ce pays-là. Mais bon, même notre pays s'ouvre, hein, donc Oui, voilà. nous sommes d'accord. Vous voulez intervenir, Steve? Et puis je pense qu'aussi ça dépend de l'histoire de tout un chacun aussi, l'histoire des familles, le vécu des gens. Moi, très tôt, j'ai eu cette conscience de mon identité Mahoe parce que je n'ai pas justement eu un apport de ma culture chinoise. Donc le seul référent que j'avais, c'était mon identité, en tout cas ma partie tahitienne. Et la revendication que j'ai pu avoir de cette identité-là, parce qu'il y a eu une revendication de ma part, c'est réalisée à la suite d'une certaine discrimination. C'est-à-dire qu'au lycée, au collège, quand on me traitait de frani ou qu'on me traitait, ou pire, comment alors, là, je sauterai en l'air. Je m'attendais à ce que vous disiez, parce qu'on m'a traité de Tinto, à la limite. Mais oui, aussi. Vous avez quelque chose de frani, réellement? Oui. Quand les gens me regardent, ils voient que je suis blanc, ils voient que je suis Tinto, donc j'ai eu droit à Tinto Poe, etc., etc. Et même aujourd'hui encore, quand je me présente en tant que professeur de tahitien, les gens écarquillent un peu les yeux en disant « Ah, mais parle-t-il réellement tahitien ?» Donc, chez moi, personnellement, cette revendication identitaire ancrée autochtone Mahoe s'est réalisée à la suite justement de ces discriminations-là, parce qu'il fallait que je dise que non, je suis un enfant de ce pays, je ne viens pas d'ailleurs. Donc ça, c'est mon histoire. Et je pense que chacun a sa propre histoire. Vous avez de grands-enfants, Roland? Oui, ils ont... Comment se sentent-ils? C'est pas un problème qui se pose? Non, du tout. Je rejoins l'avis de Maëva et de Steve. Même quand je vois mes élèves, ils savent qu'ils sont polynésiens, c'est tout. Hein. Donc, au niveau de la culture, c'est peut-être pour ceux qui sont vraiment très intéressés par la culture concernant le Ritaiti, le Tato, ça peut-être eux peut-être revendiqueraient un peu plus cette identité Maori, mais concernant les jeunes d'aujourd'hui, ils sont heureux de vivre sur une belle terre où tout le monde s'entend bien. Pour eux, ils sont polynésiens, point. Hein. Alors, vous pensez que ceux qui s'inquiètent de la disparition de la culture chinoise au sein de la communauté chinoise, qui s'inquiètent particulièrement de la disparition de ce rapport de la communauté chinoise avec leur identité Hakka ou Punti chinoise, ce sont des losers? Ils sont appelés à être dépassés, d'après vous? Oh, non, je crois qu'il faut saluer ces personnes qui essayent de maintenir encore vivace toute cette culture. Au contraire, non. Malgré le fait que je pense que malheureusement c'est un mouvement inéluctable et un mouvement contre lequel on ne pourra rien, presque rien. Il faut saluer justement les efforts de... Saluons ces derniers résistants. Oui, oui, bien sûr. Et il le faut parce que heureusement qu'il y a des gens comme ça, comme eux, qui sont encore là à ramener la flamme. Parce que au moins ils sortent de l'ordinaire et ils ont raison. Parce que nous avons besoin de gens un peu leaders comme ça pour comment dire, faire qu'il y ait un héritage encore. Heureusement qu'ils sont là pour nous rappeler qu'il faut heureusement faire. qu'il y a des films comme ça. Voilà, heureusement qu'il y a des films comme ça. Il faut se l'avouer, sinon c'est trop facile. Hein, et des gens comme Jimmy Lee, que je salue ce soir. Et Rana Jimmy, il fait partie des résistants. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu intervenir dans ce débat. On l'a supplié de venir. Elle a dit non. Voilà, tu vois, je t'avais dit, Jimmy, j'allais parler de toi. Et donc, Jimmy, c'est vrai, il parle. Mais la question que nous nous posons, qu'est-ce qui va rester demain? Est-ce que ce temple sera encore fréquenté par simple curiosité? Est-ce que ce sera quelque chose de folklorique? Ou bien alors il aura encore une valeur profondément, comment dirais-je, embrassée encore? Ou alors ce sera quelque chose qui sont des symboles, de purs symboles? Je pense que le temple, il va demeurer, je pense. Mais là où il va y avoir certainement un changement, c'est le sens qu'on accorde à ce symbole, si on prend le temple comme symbole. Parce qu'il faut considérer aussi les cultures, les identités. Elles ne sont pas inertes, elles sont dynamiques, elles se transforment,
elle rentre dans une dimension du métissage aussi des Chinois qui sont ici depuis plusieurs générations, n'ont pas la même culture que les premiers immigrants ici. Donc, il faut ramener la question de l'identité de la culture chinoise dans un mouvement dynamique de métissage. Alors, elle nourrit l'identité Maori. La culture chinoise nourrit l'identité maori et inversement aussi. Et finalement, je trouve ça magnifique parce qu'on est tous là et on vit ensemble de manière harmonieuse. On va profiter de cette dynamique, c'est-à-dire le demain. Et nous allons entamer la dernière partie de cette discussion, l'avenir. L'avenir de la Polynésie avec la communauté chinoise. Et nous allons parler de choses bien précises. Bien précises. Il y a des valeurs qui sont propres à la communauté chinoise, c'est la valeur du travail, la valeur de l'économie, la valeur de la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, ces valeurs familiales sont encore répercutées par les jeunes générations ou encore c'est parce que les parents sont encore là pour incarner ces valeurs-là? Est-ce que ça va durer encore? L'Occident est beaucoup plus axé vers l'individualisme. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va durer ou alors on va aller vers une autre? Je m'adresse à la sociologue. Pour moi, ça va durer parce que ça fait partie des caractéristiques de la société chinoise, de n'importe quelle société chinoise dans le monde. D'ailleurs, nous sommes à grande majorité Hakka, qui est la majorité, l'ethnie majoritaire des Chinois d'outre-mer, de ce qu'on appelle la diaspora. Et ce qui fait qu'on est chinois, c'est surtout ces valeurs familiales. Vous voyez bien qu'à un certain moment, il faut revendiquer sa signité pour dire je suis chinois quand même. Oui, on dit plus je suis polynésien. Non, mais les Tahitiens sont aussi, vous savez, on me pose parfois la question, qu'est-ce qu'il y a en commun entre la culture chinoise et la culture polynésienne? La chose qu'ils ont le plus en commun, c'est la famille, c'est le clan, le lignage, quel que soit comment on l'appelle. Ce culte ancestral, même s'il se fait différemment. La caractéristique de la famille chinoise, c'est qu'il n'y a pas de division nette et claire entre le monde réel, le monde des vivants et le monde invisible. Quand on va au Kassan porter des offrandes, quand on va au temple chinois... Vous parlez aux morts, Hinano? Je veux dire parler, je veux dire... non, c'est pas dans le sens... Je vois ce que vous voulez dire. Je sollicite leur protection. D'accord. Et je les remercie. Et je vais au temple chinois pour le Nouvel An. J'y vais aussi pour 2 fois par an au Kassan, donc c'est-à-dire qu'on va au cimetière chinois faire des offrandes. On sait très bien, et même quand vous partez avec des Polynésiens, même si on n'utilise pas les mêmes mots, les ancêtres ont des répercussions sur les vivants et les actions des vivants peuvent avoir des répercussions sur les ancêtres. Et quand un ancêtre n'est pas d'accord avec certaines choses ou n'est pas tranquille, il va se manifester dans les ouvrages d'Ernest Sichan. Oui, c'est de montrer dans les ouvrages d'Ernest Sichan, mais aussi dans d'autres ouvrages, cette importance d'avoir une descendance, cette importance de l'adoption, que l'on trouve aussi bien dans la culture polynésienne que dans la culture chinoise. Maëva? Eh bien, justement, vous mentionnez Ernest Sichan, et j'avais lu son premier livre, et c'est vrai qu'il disait qu'il y avait une permanence, une transmission de génération en génération d'un noyau de valeurs qui va rester permanent dans cette communauté, et j'aime à croire qu'il a raison. Je suppose que Roland réagit de la même façon? Oui, dans l'ensemble, c'est ce que les Polynésiens de souche maori, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils admirent chez les Chinois. À chaque fois, je vois mes amis Pomoto, ils disent « Ah, ce qui est bien chez vous, les Chinois, là où... » Le respect des ancêtres. Il y a le respect des anciens. Le respect des anciens d'abord. Le respect des anciens. Et aussi au niveau de l'éducation, ça. C'est-à-dire, on est très derrière nos enfants, quoi. On veut que nos enfants réussissent. À chaque fois, on met en avant le travail, un bon travail, ensuite la maison, et après, tu chercheras ton chéri ou ta chérie. D'accord. Steve, est-ce que vous communiquez avec vos ancêtres maori et vos ancêtres? Je veux dire, quand je dis communiquer, c'est pas du tout un terme de dérision. Oui, je veux dire par là, est-ce que vous avez la même réaction que Hinano, qui est notre Benjamin, si je me trompe pas? Enfin, vous êtes deux Benjamin. Je crois que je suis son aîné. Je crois que je suis née de Steve. Merci. Vous êtes notre Benjamin.
Mais vous êtes aussi proche de vos ancêtres Taïna que vos ancêtres Maori? Absolument pas. Non? Alors, racontez-nous ça. Absolument pas. Comme je l'ai dit, j'ai fait le deuil de mon ancestralité. Certains se situent dans une espèce de complexe au niveau de l'ancestralité où finalement ils ne savent plus. Pas nécessairement complexe, ça peut être aussi... Pourquoi un complexe? Complexe parce que certains n'arrivent pas à se placer, c'est-à-dire il y a cette espèce de complexe d'allégeance, c'est-à-dire j'ai des ancêtres chinois, j'ai des ancêtres haïtiens envers qui je dois donner mon allégeance. Les deux. Non, il y a certains qui ont vraiment ce complexe et qui ne savent pas où se placer. En tout cas, je l'ai rencontré chez mes étudiants où on a beaucoup discuté de la question de l'identité. Personnellement, franchement, en toute honnêteté, je n'ai pas eu besoin de mes ancêtres pour me définir aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, les choix que j'ai faits, les choix en termes culturels, linguistiques. Jamais je n'ai été influencé par « Ah, mais j'ai des ancêtres ceci, cela ». Non, ma vie, ma petite famille, finalement, a dirigé mes choix. Et jamais je ne pense à mes ancêtres, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est mon chemin de vie, mes ancêtres. Libre à vous. Mes ancêtres sont là et... Ah, ils sont là quand même, hein? Oui, ils sont quelque part. Je ne sais pas où, mais voilà. D'accord. C'est rassurant, hein? C'est rassurant de savoir que malgré le fait que notre ami dise « j'ai pas eu besoin de mes ancêtres », mais il admet qu'ils sont là. C'est tant mieux pour vous. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder notre dernier sujet, l'avenir de la Polynésie et le regard que les gens, que cette société porte sur le développement économique de ce pays. Nous sommes dans un creux, nous le savons, depuis 2007-2008, et la présence de l'économie chinoise est de plus en plus pressante, hein, au travers de certains projets tels que l'aquaculture de Hao, le projet Mahana Beach, peut-être une ligne de croisière entre Papeete et Shanghai, peut-être une ligne aérienne entre Fa'a'a et Shanghai. Donc, c'est un peu rutilant. Alors, juste pour vous dire que Mark Collins me faisait part dans un échange de points de vue. Je lui disais qu'il y a eu un micro-trottoir qui a été réalisé par un de nos confrères parlant de 8 personnes sur 10 seraient inquiets justement de cette arrivée massive d'investisseurs chinois. Mark Collins confirme en disant mieux que ça, la Dépêche a fait un sondage et 76% des sondés, c'est un terme qui est convenable, 76% des sondés sont eux aussi inquiets de cette présence, de cette future présence des investisseurs chinois. Alors je m'adresse d'abord à la femme d'affaires que vous êtes, Maëva. Et ensuite, je vais laisser parler la sociologue et puis les anthropologues. Et puis, quel est votre sentiment? Est-ce qu'on doit craindre ou alors être vigilant ou dire non, on y va, c'est le moment de foncer? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas aussi tranché que ça, hein, qu'il faut répondre à ce genre de questions. Mais c'est vrai que c'est légitime de devoir s'inquiéter d'un investissement massif d'un pays comme la Chine, parce que ce pays n'est pas totalement démocratique si l'on suit nos critères occidentaux, et que bon, elle ne s'est pas illustrée ces dernières années en termes de respect de l'environnement, respect des droits de l'homme, etc. Donc il y a absolument de quoi pouvoir se poser des questions. Ceci dit, il faut regarder le genre de projet qui nous est présenté. Et par exemple, en parlant de ce projet qui est le plus près d'aboutir, hein, qui est donc le vaste projet aquacole à Hao, eh bien, on parle donc de, s'il me semble, 150 milliards d'investissements. C'est légitime, effectivement, qu'on se pose la question mais on connaît la provenance de ces fonds, ça a été éclairci. Il y a quand même, nous avons un gouvernement, il est là, il devrait être assez clairvoyant pour chercher donc à vérifier l'origine de ces fonds. Ça a été fait et l'étape maintenant donc de la coopération. Eh bien, ces gens qui ont mis tellement d'argent et qui vont déverser tellement d'argent dans notre pays,
je les vois mal scier la branche sur lesquelles ils sont installés, c'est-à-dire polluer les lagons, etc. En fin de compte, le projet qui est fait en Polynésie, c'est de haute technologie. On ne parle pas d'usines ou des choses comme ça, de manufacture de vêtements. On parle vraiment d'un apport de haute technologie avec des apports en plus-value incroyables. Donc, il s'agit de notre style d'investissement. Et je pense que si nous faisons, enfin, comme j'ai dit nous, les autorités font en sorte de bien cadrer ce projet, ce n'est que du bénéfice. C'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir parce que la Polynésie, finalement, n'a pas tellement d'opportunités devant elle de croissance. Et le seul pays qui est venu avec des projets à proposer, malheureusement pour les détracteurs de la Chine, mais c'est la Chine. Donc, on ne peut pas se permettre d'ignorer cette opportunité. D'accord. Alors, la sociologue, comment est-ce qu'elle réagit ? Moi, j'ai pas eu accès à tous les dossiers. S'il y a encore beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération, et il y a divers projets, hein, évidemment, les projets Aquacoy, il y a les projets Barnabé, mais dans l'ensemble, comment on voit la sociologue ? Moi, dans l'ensemble, je trouve qu'il faut absolument prendre en considération la Chine. La Chine est le premier puissance économique mondiale. C'est un partenaire économique incontournable avec une grosse population, avec beaucoup d'infrastructures, d'innovation. Elle doit être un partenaire de la Polynésie, mais pas n'importe quelle, évidemment, condition. Et il faudrait évidemment agir avec beaucoup de prudence. Vigilance, évidemment, pour définir les conditions au niveau juridique, au niveau économique. Mais pour moi... On peut compter sur le pays pour ça. Mais votre sentiment personnel, cette inquiétude des gens, elle est légitime. Il est peut-être temps d'ouvrir, de faire ce que nous faisons. Bien sûr qu'elle est légitime. Bien sûr qu'elle est légitime, mais je pense que c'est aussi c'est parce qu'il y a aussi beaucoup peut-être de manque d'informations. On est encore aux prémices de ces projets. Après, il y a des projets qui me semblent plus intéressants que d'autres, tels que les projets qui touchent directement au tourisme. Pour moi, c'est une industrie qui est vraiment noble. Et aussi... On parle de 300 000 Chinois qui viendraient chez nous ? Ben là, il n'y a pas encore 300 000, on est encore loin du compte. Et mais je trouve aussi qu'il y a le projet du câble sous-marin, la route de la soie maritime, bien sûr, qui serait un câble qui partirait de la Chine jusqu'en Amérique du Sud et donc en passant par Tahiti et qui aurait des retombées extraordinaires pour notre pays. Mais ça, c'était déjà prévu au 19e siècle. Cette ligne partant d'Amérique du Sud, passant par Tahiti et allant vers l'Asie, c'était déjà prévu. Steve Chaillot, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'inquiétude de la population est légitime par rapport à tout ce qui se passe, à l'actualité tout simplement de ce qu'on peut voir. De manière générale, je pense que pour tout projet économique, ou le projet Mahana Beach, il ne faut pas oublier quand même qu'il faut ramener l'homme au centre de ces projets. L'homme de la Polynésie aujourd'hui, notre population, l'homme d'affaires, notre population, qu'elle soit celui d'origine qui habite dans la mission, celui qui n'a pas de ressources, la tout population, notre peuple, ceux qui sont d'origine chinoise ou polynésienne, il faut ramener ce peuple au centre de ces projets, de ces grands projets économiques. Parce que moi, là, ce que je crains, c'est qu'on voit se développer en Polynésie française un schéma un petit peu comme celui de Waikiki, comme de Hawaï. Le mois dernier, j'ai discuté avec ma collègue Ku'u Aloha, qui est professeure à l'université de Hawaï, qui me disait qu'à Waikiki, il y a un monopole des Japonais, c'est-à-dire que déjà les Hawaïens sont totalement exclus de tout ce qui se passe. Allons-y, parce que le temps court, très je craignez un monopole chinois. Je crains qu'il y ait en fait un modèle comme Waikiki, c'est-à-dire des Japonais qui amènent leurs avions à Hawaï, qui ouvrent des hôtels, qui viennent massivement s'implanter à Hawaï, et finalement tout cet argent-là alimente finalement les Japonais. En excluant évidemment la population locale hawaïenne. Le parallèle étant fait, l'argent qui viendra alimentera les Chinois, c'est ça ? Est-ce que vous craignez un peu ? Voilà, ça va peut-être pas se passer comme ça, mais en tout cas, il faut penser qu'il faut ramener l'homme au centre aussi de ces grands projets politiques, notre population.
Roland Sam, il nous reste 6 minutes. Alors, il faut qu'on arrive assez rapidement, parce que j'ai une autre question à vous poser avant de conclure. Ben, pour moi, si nos jeunes peuvent trouver un emploi grâce aux investisseurs chinois, moi je dis, ben, allons-y, quoi. Mais c'est vrai, comme dit Steve... Quel que soit le prix? Enfin, peut-être pas quel que soit le prix, pourvu qu'on respecte au moins un minimum l'environnement, notre qualité de vie, et ne pas baisser les salaires, au moins qu'il y ait un respect de l'être humain. Maintenant, je pense qu'on peut compter sur le gouvernement pour ça. Voilà, je pense que nos inquiétudes, je pense que nos hommes politiques, quand même, sont les premiers à se poser ce genre de questions. Du moins, nous le souhaitons. N'est-ce pas, Maëva? Ah, bien sûr, bien sûr. Ils sont le garant un petit peu de la préservation de notre patrimoine. Hein? Tout à fait. Un développement économique, oui, mais pas au détriment de notre peuple et pas au détriment de notre environnement. Ça, c'est très important. Notre qualité de vie. Une autre question. Qui est-ce qui est favorable au casino parmi vous? Favorable. Favorable? Sans hypocrisie. Non, non. Favorable. Steve? J'ai pas d'avis. Pas d'avis? J'ai pas d'avis. Sérieusement, j'ai pas d'avis. Vraiment, vraiment? Casino, j'ai jamais été au casino. Non, mais vous connaissez l'impact de casino, ça attire ceux qui ont de l'argent, qui vont dépenser de l'argent, ça fera de l'argent pour le pays. Oui, Hawaï n'a pas de casino, il y a énormément de touristes. Il y en a en Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Donc, casino égale arrivée massive de touristes, je sais pas, hein, je sais pas. Moi, je vis à Hawaï, là-bas, il y a aucun casino, et pourtant... mais eux, ils ont 10 millions de touristes par an, ils n'ont pas besoin de casino, on est d'accord. Oui, justement, c'est ce qui me fait dire que casino égale arrivée massive de touristes, je ne sais pas, je ne pense pas. Non, je ne suis pas sûre qu'on veuille faire attirer les touristes avec un casino. En fait, c'était pour occuper nos touristes. D'accord. Alors, voilà. dernière réponse de moi, Roland. Quand je discute avec des Chinois de Chine continentale, eux, ils disent, s'il n'y a pas de casino à Tahiti, je ne vois pas l'intérêt de venir ici. Il y a d'autres pays comme Hawaï ou Guam qui ont de beaux paysages. Donc, vous êtes favorable? Je serai pour. Voilà, je ne dirai pas non. D'accord. Bon, on va conclure et je vais vous laisser à chacun à peu près 20 secondes à 30 secondes pour conclure. On va démarrer par vous, Maëva. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Cet avenir, l'avenir de la Polynésie, comment vous la voyez? Écoutez, je la vois resplendissante parce qu'il faut qu'elle le soit pour le bien des générations futures et en harmonie avec toutes les cultures qui enrichissent tellement ce peuple. Parlons de toutes les cultures. Toutes les cultures. Polynésiennes, oui. chinoises et occidentales, françaises. Et je dois dire que je suis fière de mes origines chinoises, de tout le parcours qu'ont fait mes ancêtres et qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais si je suis ce que je suis aussi aujourd'hui, c'est avec l'influence de toutes les deux autres cultures qui ont beaucoup enrichi ma personnalité. Et voilà. Merci. Nanon? Je dirais que je reste optimiste malgré tous les soucis qu'on peut rencontrer au niveau du quotidien. Mais je pense qu'elle se fera avec une certaine collectivité. Pour moi, il n'y a aucune réussite qui est individuelle. La réussite passera forcément par une certaine unité des différentes ethnies, avec la mobilisation de ressources humaines riches et en appuyant sur nos spécificités. Je ne pense pas qu'il faut faire exactement pareil que dans d'autres pays qui marchent au niveau touristique. Il faut trouver... Il faut trouver une réussite et puis un développement qui soit supportable pour nous, et ça? original et spécifique à notre identité. D'accord. Roland? Pour moi, la Polynésie, avec la richesse de ces différentes ethnies, de ces différentes cultures, normalement, on ne peut que aller de mieux en mieux. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier qu'à Tahiti, on a quand même un niveau d'éducation qui est assez élevé, puisque là, je vois beaucoup de nos jeunes qui sont super qualifiés. Bon, malheureusement, sur le territoire, ils ne trouvent pas d'emploi, donc ils sont obligés de s'exporter. Mais le jour où Tahiti sera vraiment en avant sur la scène internationale, je pense que ces grosses têtes reviendront sur la Polynésie. Oui. Steve Chayutane. Et Alors, quel est le petit mot de la fin?
Je reste optimiste, évidemment, par rapport au futur. Je pense qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons tout un chacun. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Pour ceux qui se revendiquent de l'identité Mahoy, il faut aussi se tourner un peu plus vers le Pacifique aussi. C'est-à-dire que je remarque beaucoup que nous avons une connaissance de ce que nous sommes ici, mais tout en ignorant ce que nous sommes ancrés dans notre région du Pacifique. Nous sommes des Océaniens, nous sommes des autochtones, nous sommes des demi-chinois, nous sommes tous des enfants de ce pays. Et il faut, voilà, tout simplement travailler tous ensemble. Ben voilà, vous avez entendu, chers téléspectateurs, vous avez ici un univers particulièrement optimiste sur le demain de la Polynésie. Je ne dirais pas que tout est bien, qui finit bien, mais je dirais qu'en tous les cas, vous avez certainement rassuré nos téléspectateurs. J'espère qu'ils vous croient. Oui, Roland? Faut pas oublier qu'on est sur l'année du 150e, puisque là, il y a beaucoup d'événements. Oui, alors, s'il vous plaît, alors allez-y, Roland, rappelez-nous les grands événements à venir en une minute, s'il vous plaît. Bon, parce une que minute, on me rappelle que le samedi 20 est juin, donc il y a une course de Dragon Boat en l'honneur du poète qui a disparu. Donc c'est la célébration des galettes de riz, de gâteaux alors, c'est de quand riz. ça? Le samedi 20 juin. Le 20 juin. Alors, on retient le 20 juin, oui. Dragon Boat, voilà. fête de Tchun. C'est ça. Et du 15 au 20, il y a une exposition à la salle Moriaveille sur l'arrivée des Chinois à Timor. C'est la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Et le 29 juin. Et le mercredi 1er juillet, on a une super troupe de Chine qui arrive. Donc ça, c'est le cadeau du gouvernement chinois et du consulat chinois local. Donc il y a une grosse troupe chinoise qui arrive avec des mondes avec du kung fu Shaolin, des danses. Ça, c'est le 1er juillet. Mercredi 1er juillet. Des festivités qui vont démarrer le 29 déjà. La salle Manouiti. À la salle Manouiti à Paia. En septembre. En mois de septembre, donc en collaboration avec l'Institut Confucius, il y aura des conférences qui seront données à l'Université de la Polynésie, du Pacifique. Et le 5 décembre? Et le 5 et 6 décembre, là, c'est la plus grosse manifestation de l'année. Donc là, c'est le regroupement des Chinois polynésiens issus de ces Chinois latimono qui vont se faire sur Papara avec un déjeuner dansant, une élection de Mister et de Miss. Est-ce que vous allez présenter votre... Non, hein, pas cette fois. Non, on n'a plus ici. Bon, alors je vous rappelle, chers téléspectateurs, Expo Moriaveille. Expo Moriaveille, c'est à partir du 15 juin, sur des photos, beaucoup de documents. Sur la présence... des généalogies. D'accord. 20 juin, course de Dragon Boat dans la rade de Papeete. On va vous autoriser à le faire? Ben là, les autorisations ont été faites, donc il semblerait que ça va se faire. Ben il y en a qui vont pousser une gueulante, hein, parce que les vents, ils ne peuvent plus concourir dans la rade de Papeete. Oui, puisque là, ils sont obligés d'aller sur Mataya. Bon, là, mais concernant... Ah oui, c'est vrai, c'est combien? C'est quoi? C'est 4, 5, combien? Il y a 4 Dragon Boat. 29 juin, Shaolin. Et le 1er juillet, Shaolin. Mercredi 1er juillet. Manouiti. Mercredi 1er juillet. Mercredi 1er juillet. 19h. Septembre, je vous invite à venir à l'université. C'est pas parce que c'est mon université, mais nous allons tous nous rendre à l'université pour cette conférence Confucius. Voilà, enfin, c'est des conférences sous l'égide de l'Institut Confucius. Donc, il y aura des maîtres conférenciers du Pacifique, de l'Asie, qui vont venir donner des conférences. En attendant la grande manifestation donc, du 5 décembre. Chers téléspectateurs, merci à nos invités. Merci Maëva, merci Hinano, merci Roland, merci Steve. Merci à vous d'avoir suivi ce documentaire et d'avoir prêté attention aux déclarations de nos invités. Nous espérons vous avoir donné un regard le plus ouvert possible sur ce peuple sino-polynésien et occidental, cette nouvelle identité peut-être qui va naître demain. En tous les cas, merci d'avoir été là et merci surtout à nos invités et merci à Matata pour cet excellent documentaire. Je vous dis au revoir, Parhayana Yorana, certainement un autre débat à la rentrée du mois d'août-septembre. Merci, chers amis. Yorana et au revoir.